Robinson et l'Indien passèrent la nuit derrière les créneaux de la forteresse, l'oreille tendue vers tous les bruits nocturnes de la forêt. Toutes les 2 heures, Robinson envoyait Taine en reconnaissance avec mission d'aboyer s'il rencontrait une présence humaine. Chaque fois, il revint sans avoir donné l'alerte. L'Indien, qui serrait autour de ses reins un vieux pantalon de marin que Robinson lui avait fait enfiler, était abattu, sans ressort, comme abasourdi par son horrible aventure et aussi par l'étonnante construction où il se trouvait transporté. Il avait laissé intacte la galette de blé que Robinson lui avait donnée, et il mâchait sans cesse des fèves sauvages dont Robinson se demandait où il avait bien pu les trouver. Un peu avant le lever du jour, il s'endormit sur un tas de feuilles sèches, en tenant serré contre lui le chien, lui aussi assoupi. Robinson connaissait l'habitude de certains Indiens chiliens d'utiliser un animal domestique comme une couverture vivante pour se protéger du froid de la nuit. Pourtant, il fut surpris de la patience de Taine, d'un naturel habituellement assez farouche. Peut-être les Indiens attendaient-ils le jour pour attaquer. Robinson, armé du pistolet, des 2 fusils et de tout ce qu'il pouvait transporter de poudre et de balles, se glissa hors de l'enceinte et gagna le rivage en faisant un vaste crochet par les dunes. La plage était déserte. Les 3 pirogues et leurs occupants avaient disparu. Le cadavre de l'Indien, abattu la veille d'un coup de fusil, avait été enlevé. Il ne restait que le cercle noir du feu magique où les ossements se mêlaient aux souches calcinées. Robinson posa sur le sable ses armes et ses munitions avec un sentiment d'immense soulagement. Un grand rire le secoua, nerveux, fou, inextinguible. Lorsqu'il s'arrêta pour reprendre son souffle, il pensa que c'était la première fois qu'il riait depuis le naufrage de la Virginie. Peut-être pouvait-il rire à nouveau parce qu'il avait enfin un compagnon, mais il se mit à courir tout à coup parce qu'une idée lui était venue. L'évasion! Il avait toujours évité de revenir sur l'emplacement du chantier où il avait eu une si grande déception. Pourtant, le petit bateau devait toujours être là et attendre que des bras assez forts le poussent vers la plage. Peut-être l'Indien allait-il pouvoir aider Robinson à mettre l'évasion à flot et alors sa connaissance des îles serait très précieuse. En approchant de la forteresse, Robinson aperçut l'Indien qui jouait tout nu avec Taine. Il fut fâché de l'impudeur du sauvage et aussi de l'amitié qui paraissait être née entre le chien et lui. Après lui avoir fait remettre son pantalon trop grand, il l'entraîna vers l'évasion. Les genêts avaient tout envahi et le petit bateau paraissait flotter sur une mer de fleurs jaunes. Le mât était tombé et les planches du pont se soulevaient par endroits, sans doute sous l'effet de l'humidité. Mais la coque paraissait encore entière. Taine, qui précédait les 2 hommes, fit plusieurs fois le tour du bateau. Puis d'un coup de rein, il sauta sur le pont qui s'effondra aussitôt sous son poids. Robinson le vit disparaître dans la cale avec un hurlement de peur. Quand il arriva près du bateau, le pont tombait par morceaux entiers chaque fois que Taine faisait un effort pour sortir de sa prison. L'Indien posa la main sur le bord de la coque, il la referma et l'ouvrit à nouveau sous les yeux de Robinson. Elle était pleine d'une sueur rouge qui s'envola dans le vent. Il éclata de rire. À son tour, Robinson donna un léger coup de pied dans la coque. Un nuage de poussière s'éleva dans l'air tandis qu'un large trou s'ouvrait dans le flanc du bateau. Les termites avaient complètement rongé l'évasion. Il n'y avait plus rien à faire. Robinson s'était longtemps demandé comment il appellerait l'Indien. Il ne voulait pas lui donner un nom chrétien aussi longtemps qu'il ne serait pas baptisé. Il décida finalement de lui donner le nom du jour où il l'avait recueilli. C'est ainsi que le second habitant de l'île s'appela Vendredi. Quelques mois plus tard, Vendredi avait appris assez d'anglais pour comprendre les ordres de son maître. Il savait aussi défricher, labourer, semer, herser, repiquer, sarcler, faucher, moissonner, battre, moudre, pétrir et cuire le pain. Il savait traire les chèvres, faire du fromage, ramasser les œufs de tortue, en faire une omelette, raccommoder les vêtements de Robinson et cirer ses bottes. C'était devenu un serviteur modèle. Le soir, il endossait une livrée de laquais et assurait le service du dîner du gouverneur. Puis il bassinait son lit avec une boîte en fer remplie de braise. Enfin, il allait s'étendre sur une litière qu'il tirait contre la porte de la maison et qu'il partageait avec Taine. Robinson lui était content parce qu'il avait enfin quelqu'un à faire travailler et à qui il pouvait tout enseigner de la civilisation. Vendredi savait maintenant que tout ce que son maître lui ordonnait était bien, que tout ce qui lui défendait était mal. Il est mal de manger plus que la portion prévue par Robinson, il est mal de fumer la pipe, de se promener tout nu et de se cacher pour dormir quand il y a du travail. Vendredi avait appris à être soldat quand son maître était général, enfant de chœur quand il priait, maçon quand il construisait, porteur quand il voyageait, rabatteur quand il chassait, et à balancer le chasse-mouche au-dessus de sa tête quand il dormait.
Robinson avait une autre raison d'être content. Il savait maintenant que faire de l'or et des pièces de monnaie qu'il avait sauvées de l'épave de la Virginie. Il payait vendredi un demi-souverain d'or par mois. Avec cet argent, vendredi achetait de la nourriture en supplément, des petits objets d'usage courant venant aussi de la Virginie, ou tout simplement une demi-journée de repos. La journée entière ne pouvait être achetée. Il s'était fait un hamac entre deux arbres où il passait tout son temps libre. Le dimanche était naturellement le plus beau jour de la semaine. Le matin, le gouverneur se faisait apporter par son serviteur une sorte de canne qui ressemblait à la fois au sceptre d'un roi et à la crosse d'un évêque, et abrité sous une ombrelle en peau de chèvre que Vendredi portait derrière lui, il marchait majestueusement dans toute l'île, inspectant ses champs, ses rizières et ses vergers, ses troupeaux et ses constructions en cours. Il félicitait ou blâmait, donnait des ordres pour la semaine prochaine, faisait des projets pour les années à venir, puis c'était le déjeuner plus long et plus succulent qu'en semaine. L'après-midi, Vendredi nettoyait et embellissait Speranza. Il désherbait les chemins, semait des graines de fleurs devant la maison, taillait les arbres d'agrément. Vendredi avait su s'attirer la bienveillance de son maître par plusieurs bonnes idées. L'un des grands soucis de Robinson était de se débarrasser des ordures et détritus de la cuisine et de l'atelier sans attirer les vautours ni les rats. Or, il ne savait comment faire. Les petits carnivores déterraient tout ce qu'il enfouissait sous la terre, les marées rejetaient sur la plage tout ce qu'ils jetaient dans la mer. Quant au feu, il provoquait une fumée nauséabonde qui empestait la maison et les vêtements. Vendredi avait eu l'idée de mettre à profit la voracité d'une colonie de grosses fourmis rouges qu'il avait découverte à proximité de la maison. Tous les rebuts déposés au milieu de la fourmilière étaient dévorés en un rien de temps, et les os apparaissaient rapidement nus, secs et parfaitement nettoyés de toute chair. Vendredi apprit aussi à Robinson à se servir de bolas. Les bolas, très répandus en Amérique du Sud, sont une arme formée de 3 galets ronds attachés à des cordelettes réunies en étoiles. Lancées adroitement, elles tournoient comme des étoiles à 3 branches, et dès qu'elles sont arrêtées par un obstacle, elles l'entourent et le ligotent solidement. Vendredi lançait des bolas dans les jambes des chèvres qu'il voulait immobiliser pour les soigner, les traire ou les sacrifier. Puis il montra à Robinson qu'elles pouvaient aussi servir pour capturer des chevreuils et même des oiseaux échassiers. Enfin, il le persuada qu'en augmentant la grosseur des galets, on pouvait se servir des bolas comme d'une arme terrible, capable de défoncer la poitrine d'un ennemi après l'avoir à demi étranglé. Robinson, qui craignait toujours un retour offensif des Indiens, lui fut reconnaissant d'avoir ajouté à son arsenal cette arme silencieuse, facile à remplacer et cependant meurtrière. Ils s'exercèrent longtemps sur la grève en prenant pour cible un tronc d'arbre de la grosseur d'un homme. Enfin, l'Indien eut l'idée de fabriquer pour Robinson et lui une pirogue, semblable à celle de son pays. Il commença à creuser à la hache le tronc d'un pin très droit et de grande envergure. Travail lent et patient qui ne ressemblait pas à la hâte fiévreuse dans laquelle Robinson avait construit l'évasion. D'ailleurs, encore vexé par son échec, Robinson ne se mêlait de rien et se contentait de regarder travailler son compagnon. Vendredi avait commencé à faire du feu sous la partie du tronc qu'il voulait creuser, procédé qui avait l'avantage de hâter considérablement le travail, mais qui risquait, si l'arbre prenait feu, de tout compromettre. Finalement, il y renonça et se servit même d'un simple canif pour parachever le travail. Lorsqu'elle fut terminée, la pirogue était assez légère pour que Vendredi puisse l'élever à bout de bras au-dessus de sa tête, et c'est ainsi, les épaules couvertes comme par un capuchon de bois, qu'il descendit vers la plage, entouré par les gambades de Taine et suivi de loin par un Robinson de mauvaise humeur. Mais lorsque le petit bateau commença à danser sur les vagues, Robinson fut bien obligé de renoncer à sa jalousie, et prenant place derrière Vendredi, il saisit l'une des 2 pagaies, simples, que l'Indien avait taillées dans des branches d'araucaria. Puis ils firent pour la première fois le tour de l'île par mer, accompagnés de loin par Taine qui galopait en aboyant le long du rivage. Tout allait bien en apparence. L'île prospérait au soleil avec ses cultures, ses troupeaux, ses vergers et les maisons qui s'édifiaient de semaine en semaine. Vendredi travaillait dur et Robinson régnait en maître. Taine, qui vieillissait, faisait des siestes de plus en plus longues. La vérité, c'est qu'ils s'ennuyaient tous les 3. Vendredi était docile par reconnaissance. Il voulait faire plaisir à Robinson qui lui avait sauvé la vie. Mais il ne comprenait rien à toute cette organisation, à ses codes, à ses cérémonies, et même la raison d'être des champs cultivés, des bêtes domestiques et des maisons lui échappait complètement. Robinson avait beau lui expliquer que c'était comme cela en Europe, dans les pays civilisés. Il ne voyait pas pourquoi il fallait faire la même chose sur l'île déserte du Pacifique. De son côté, Robinson voyait bien que Vendredi n'approuvait pas du fond du cœur cette île trop bien administrée qui était l'œuvre de sa vie. Certes, Vendredi faisait de son mieux, mais dès qu'il avait un moment de liberté, il ne faisait que des bêtises. Par exemple, il se conduisait à l'égard des animaux d'une façon tout à fait incompréhensible.
Pour Robinson, les animaux étaient soit utiles, soit nuisibles. Les utiles devaient être protégés pour qu'ils se multiplient. Quant aux nuisibles, il fallait les détruire de la façon la plus expéditive. Mais impossible de faire comprendre cela à Vendredi. Tantôt, il se prenait d'une amitié passionnée et absurde pour n'importe quel animal, utile ou nuisible. Tantôt, il accomplissait sur des animaux des actes d'une cruauté monstrueuse. C'est ainsi qu'il avait entrepris d'élever et d'apprivoiser un couple de rats. Même Taine avait compris qu'il devait laisser en paix ces horribles bêtes parce que Vendredi les avait pris sous sa protection. Robinson eut bien du mal à s'en débarrasser. Un jour, il les emporta dans la pirogue et les jeta à la mer. Les rats revinrent au rivage à la nage et de là regagnèrent la maison. Robinson recommença, mais cette fois en employant une ruse qui réussit parfaitement. Il emporta avec les rats une planche bien sèche. Il mit les rats sur la planche et la planche dans la mer. Les rats cramponnés à ce petit bateau improvisé n'osaient pas se jeter à l'eau pour revenir à la plage et le courant les emporta au large. Vendredi ne dit rien, mais Robinson vit bien qu'il savait. Comme si Taine, qui avait tout vu, lui avait raconté ce qui s'était passé. Un autre jour, Vendredi disparut pendant plusieurs heures. Robinson allait partir à sa recherche quand il vit une colonne de fumée qui s'élevait derrière les arbres du côté de la plage. Il n'était pas défendu d'allumer des feux sur l'île, mais le règlement voulait qu'on prévînt le gouverneur en précisant le lieu et l'heure qu'on avait choisie. C'était pour éviter toute confusion avec le feu rituel des Indiens qui pouvait toujours revenir. Si Vendredi avait négligé de prévenir Robinson, c'était sans doute que ce qu'il était en train de faire n'avait aucune chance de lui plaire. Robinson se leva en soupirant et se dirigea vers la plage après avoir sifflé Taine. Il ne comprit pas tout de suite le curieux travail auquel se livrait Vendredi. Sur un tapis de cendres brûlantes, il avait posé une grosse tortue qu'il avait fait basculer sur le dos. La tortue n'était pas morte, et elle battait furieusement l'air de ses 4 pattes. Robinson crut même entendre comme une toux un peu rauque qui devait être sa façon de crier. Faire crier une tortue? Mais fallait-il que l'Indien eût le diable au corps? Quant au but de cette horrible opération, il le comprit en voyant la carapace de la tortue se redresser, devenir presque plate et naturellement se détacher du corps de la tortue. Pendant ce temps, Vendredi, avec un couteau, coupait à l'intérieur les parties qui restaient encore collées à la carapace. Tout à coup, la tortue roula sur le côté en laissant sa carapace par terre. Elle retomba sur ses pattes et se mit à galoper vers la mer, suivie par Taine qui courait derrière en aboyant. Puis elle s'enfonça dans les vagues. « Elle a tort, dit tranquillement Vendredi. Demain, les crabes l'auront mangée. » Puis il se mit à frotter avec du sable l'intérieur de la carapace qui formait comme un grand plateau un peu incurvé. « C'est un bouclier, expliqua-t-il à Robinson. C'est comme cela qu'on les fait dans mon pays. Aucune flèche ne peut le percer, et même les grosses bolasses rebondissent dessus sans le casser. » Robinson en voulait beaucoup à Vendredi de la cruauté qu'il avait montrée dans cette affaire de bouclier. Mais un peu plus tard, il eut l'occasion de voir à quel point Vendredi pouvait être gentil et dévoué envers une bête quand il l'avait adoptée. Malheureusement, il s'agissait cette fois d'un petit vautour que ses parents avaient abandonné. C'était une horrible petite bête avec sa grosse tête aux yeux exorbités, ses lourdes pattes maladroites et ce petit corps tout nu et tordu comme celui d'un infirme. Il ouvrait largement son énorme bec et le tendait en piaillant chaque fois qu'on s'approchait de lui. Vendredi commença par lui donner des morceaux de viande fraîche qu'il avalait avec avidité. Mais bientôt le petit vautour donna des signes de maladie. Il dormait toute la journée et sous son maigre duvet, son gésier saillait comme une boule dure. En vérité, il ne pouvait pas digérer cette viande trop fraîche. Il fallait trouver autre chose. Alors Vendredi laissa des boyaux de chèvre pourrir au soleil. Bientôt on vit des asticots blancs et gras qui grouillaient dans la viande nauséabonde. Vendredi les recueillit avec un coquillage, puis il les mit dans sa bouche et les mâcha longuement. Enfin, il laissa couler dans le bec du petit vautour la bouillie blanche et épaisse qui résultait de cette mastication. « Les vers vivant trop frais, expliqua-t-il, l'oiseau malade, alors il faut mâcher, mâcher, toujours mâcher pour les petits oiseaux. » Robinson, qui le voyait faire, en eut l'estomac soulevé de dégoût et il se sauva pour ne pas vomir. Mais au fond, il admirait les sacrifices que pouvait faire Vendredi quand il avait décidé d'aider un animal. Il est vrai que pour nourrir un petit oiseau tombé du nid, il faut bien mâcher soi-même tout ce qu'on lui donne. Et bien sûr, on n'est pas obligé de prendre des asticots. De la viande, du jambon ou de l'œuf dur font très bien l'affaire. C'était donc le 7e épisode de notre livre Vendredi ou la vie sauvage. Comme d'habitude, 3 questions vous attendent, 2 questions à choix multiples et une question ouverte. La première question que je vous pose aujourd'hui, où Vendredi dort-il? Où Vendredi dort-il? Est-ce par terre, dans un hamac ou dans un arbre? Où Vendredi dort-il? Par terre, dans un hamac ou dans un arbre?
La question suivante est: quel animal vendredi entreprend-il d'apprivoiser? Quel animal vendredi entreprend-il d'apprivoiser? Est-ce une tortue, un perroquet ou des rats? Une tortue, un perroquet ou des rats? Quel animal vendredi entreprend-il d'apprivoiser? Une tortue, un perroquet ou des rats? Et enfin, la dernière question, la question ouverte, dont vous devez rédiger une petite réponse, pour laquelle vous devez rédiger une petite réponse, c'est: que pensez-vous de la relation entre Robinson et Vendredi? Essayez d'expliquer un petit peu quels sont les liens entre Robinson et Vendredi et qu'est-ce que vous en pensez de cette relation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène de l'ENT et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.